Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à ce direct avec Maud Ankawa ce midi. En fait, ce midi pour les Québécois, plus tard pour les Français, évidemment. Là, dites-moi, comme toujours, c'est toujours pareil quand je fais ça, je veux m'assurer que vous êtes là, qu'il y a des gens qui nous voient et qui nous entendent. Parce que jaser, la côté, Maud et moi, on est capable, hein, on peut faire ça longtemps, mais on voudrait juste s'assurer que vous êtes là aussi. Alors, écrivez-nous dans les commentaires. Parfait, merci Marina. Tu es la première à nous écrire. Alors, notre amie Monique, en plus, on est comme en famille. Merci Monique de venir nous rassurer, nous dire que tout va bien. Salut, salut tout le monde. Lynn, Gélina, Sylvie, ma belle Doris, Annie Desgagnés, bon, Kim Maranda, plein de monde que je connais. C'est toujours comme ça quand on fait les lives de cette façon-là. Alors, merci Isabelle pour le compliment. Maude, tellement contente de te retrouver, même si c'est virtuel, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va se parler. Bon, tu as écrit 3 romans à ce jour. Je te disais même avant qu'on soit avec tout le monde, je dis c'est fou comment régulièrement on me parle de toi. Puis ça me fait sourire parce que, tu sais, souvent, il y a des gens, on est des bonnes amies dans la vie, mais c'est pas tout, évidemment, c'est pas tout le monde qui le sait. Fait que souvent, on va me dire, as-tu lu les romans de Maud Ankawa? C'est sûr que tu aimerais ça. Oui, oui, je les ai lus, adorés. Et là, ben, le plus récent, ça s'intitule Plus jamais sans moi. Là, je l'ai ici à côté de moi, de Maude. Maude, qui est une femme d'affaires aussi aguerrie, ancienne femme d'affaires, qui finalement, à un moment donné, a décidé d'écrire, pour la petite histoire qui est très mignonne, ben, a décidé d'écrire d'abord une histoire pour ses amis. Et qui a connu tellement un succès que bon, ça a été repris, édité et tout ça. Et depuis, ben, elle est rendue à plus de 2 millions de livres vendus. C'est quand même extraordinaire, parce que pas juste extraordinaire pour le nombre de livres ou le nombre de personnes qu'elle a rejoint, mais aussi pour ce qui est transmis. Et là, aujourd'hui, ensemble, on va parler d'amour de soi. N'est-ce pas, ma belle amie Maude? Oui, merci Christine, parce que c'est toujours un plaisir. Et le simple fait de t'entendre parler, et déjà je voyage au Québec, vous avez, pour nous les Français, vraiment une longueur d'avance grâce à votre accent déjà. Donc c'est bon de t'entendre, c'est bon de te réentendre, c'est bon de reconnecter avec le Québec parce que vous m'avez énormément manqué tous et je suis ravie de venir dans un peu moins d'un mois d'ailleurs. Pour parler d'amour, justement. Tu viens au Salon du Livre de Montréal, c'est ce qu'il faut dire. Tu vas être présente au Salon du Livre en signature, mais aussi, on vous en reparlera à la fin de notre entretien, mais Maud va être en conférence. Et ça, franchement, c'est une grande chance de pouvoir aller assister à une de ces conférences. Je l'ai déjà entendu, c'est toujours magique. Et c'est le 22 novembre au G-Du à Montréal à 19h30 si vous voulez entendre Maud en conférence. Mais inquiétez-vous pas, on va vous remettre le lien, on va vous en reparler d'ici la fin de notre entretien. Mais pour vous donner justement un aperçu de ce dont elle va vous parler lors de ce moment-là, le 22 novembre prochain, ben, peut-être qu'on peut revenir un peu sur l'histoire de Plus jamais sans moi, l'histoire de cette femme, Constance, qui est aussi une fille qui semble dans la performance, qui obtient un nouveau poste, mais qui se fait un peu jouer un tour parce qu'on l'envoie sur le chemin de Compostelle, un peu comme un test d'embauche finalement. Oui, c'est ça. En fait, ça commence vraiment avec ça, hein, pour pas spoiler l'histoire, mais c'est tout à fait ça. C'est tout le tout début du livre. C'est une femme qui est avocate, qui rêve de rentrer, d'être embauchée dans un cabinet d'élite. Et enfin, elle est embauchée, elle va pour signer son contrat. Et au moment où elle signe son contrat, la directrice lui dit, bon, maintenant qu'on a signé, comme tout le monde, vous avez une période d'essai et vous allez devoir tirer au sort l'endroit où vous allez faire votre période d'essai. Alors l'endroit, il n'est pas question pour elle de quitter Paris parce que ce qu'on sait dès le départ, c'est que elle est très attachée à Paris. Alors pas tant à Paris qu'à Lucas, son amoureux, dont elle est complètement amoureuse, complètement addicte. Le problème, c'est que Lucas est marié. Donc il n'est absolument pas question de quitter Paris, sauf que pour valider cette période, elle doit tirer au sort cet endroit et elle va devoir le faire. Et l'endroit qu'elle tire, c'est le chemin de Compostelle. Donc la voilà embarquée vraiment, alors qu'elle déteste l'idée de randonnée, elle déteste l'idée de partir et elle se dit, maintenant qu'elle a signé, elle se doit de faire au moins une semaine et après, elle décide d'arrêter. Enfin, elle va se dire, je vais arrêter. Puis rien ne va se passer vraiment comme prévu. Donc,
La vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose, C'est comme exactement disait ça. John Lennon. Et je me demande pour toi, ben, en fait, moi, ce qui m'a parlé beaucoup là-dedans, puis je pense qu'il risque de parler à bien des gens, c'est non seulement, tu sais, oui, l'amour de soi, mais l'équilibre qu'on doit avoir, parce que tu l'as dit, Constance, avec son fameux Lucas, finalement, c'est enchaînant, j'ai envie de dire, cette relation-là. Bon, c'est tout le truc de la dépendance affective aussi, je pense. Mais est-ce que justement, on n'a pas tendance des fois à être dépendant affectif, à aller trop dans la vie de l'autre, quitte presque à s'oublier, parce que justement, on n'a pas appris à se mettre en premier, à établir nos limites, à croire en soi et tout. En fait, c'est même au-delà de ça, parce que c'est vrai qu'on parle de dépendance affective qui résonne un peu comme une maladie. En réalité, on est tous plus ou moins dépendants affectifs quand on tombe amoureux. Mais là où tu as raison, c'est là je te rejoins, c'est qu'on n'a pas appris. En fait, on a appris tout le contraire. Ouais. On nous explique qu'un jour le prince charmant viendra, que on voit bien les contes de fées, Cendrillon, La Belle au bois dormant, etc., etc. Ben, qu'est-ce qui fait, nous, dans notre petite tête d'enfant, on se dit, ben, je serai complète quand j'aurai rencontré l'autre. Hmm. Donc, c'est normal que je sois pas complètement heureuse quand je suis jeune, c'est normal que je sois pas complètement épanouie tant que j'ai pas rencontré le prince charmant ou la princesse, tu vois. Et donc, on construit en fait tout notre quotidien avec le manque de l'autre. Hmm. Et un jour, l'autre arrive. Et puis là, c'est la catastrophe parce que on arrive vers l'autre à moitié, puisque l'autre est censé être notre autre moitié. Mais Donc, on on se dit, je sais pas, vous dites ça en France, hein, ma douce moitié. Quelle dit, oui, expression, hein. à moitié. Enfin, c'est vraiment, voilà, on a le sentiment que enfin on a rencontré l'autre. Et là, on voit que ben, on arrive non pas entier, on Hmm. n'arrive pas entière vers l'autre, on arrive à moitié vers l'autre. Ça veut dire quoi? On arrive avec ce manque de moitié d'amour vers l'autre. Et on attend que l'autre comble cette autre moitié. Alors c'est la catastrophe parce que bah, évidemment, l'autre qui arrive avec tout son passé aussi à moitié, bah, vient avec sa moitié. Et puis alors là, on attend de l'autre qu'il réagisse comme on aimerait qu'il réagisse. Et en fait, c'est tout le contraire qu'il faudrait apprendre. Il faudrait apprendre à arriver avec notre entièreté vers l'autre et offrir notre entièreté à l'autre. Hmm. On offre l'entièreté à l'autre et que l'autre aussi nous offre cette entièreté, on peut grandir ensemble. Mais tu vois, c'est tout ce réapprentissage. C'est toute la responsabilité. Ce qui me vient, là, c'est de se responsabiliser, de dire je suis responsable d'être entière, puis de me montrer comme ça aussi, d'offrir ça aux autres. Parce qu'on parle de relations amoureuses, mais ça peut arriver aussi en amitié, dans la famille. Tu sais, souvent, Et dans tout finalement, on. parce que on arrive encore une fois en manque d'amour et non pas en amour plein. On arrive avec ce manque d'amour et on attend que l'autre, que ce soit comme tu viens de le dire, dans une relation amicale, dans une relation professionnelle, on attend que l'autre vienne combler cette part en nous qui nous manque parce qu'on n'a jamais appris à la combler, on n'a jamais appris à se reconnecter à cette entièreté. Donc c'est Ouais. ça l'apprentissage, c'est ça que j'avais envie de partager dans Plus jamais sans moi, c'est retrouver des clés, retrouver une route qui nous permet de se reconnecter à cette entièreté, à cette source profonde en nous, pour pouvoir s'aimer profondément et pouvoir, à ce moment-là, donner le meilleur à l'autre. Oui, puis tu viens de le dire, tu sais, c'est un chemin aussi, une route. En même temps, on peut se demander parfois, puis on va parler on donnera des exemples de clés. J'aimerais ça que tu nous en donnes juste quelques exemples peut-être. Mais pour revenir à Compostelle, est-ce que des fois, justement, pour soit prendre conscience de ce manque d'entièreté ou ce manque d'amour qu'on a, et choisir de faire quelque chose pour aller le combler, en guérir, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais plus le combler. Ben, est-ce que des fois, c'est pas nécessaire justement de faire une espèce de sortie de zone où, tu sais, un peu le concept de dire, ben moi, je m'en vais faire Compostelle. Jodorowsky dirait, c'est un peu un acte qui soigne. Tu sais, pour Constance, ça a été comme un acte qui l'a soigné, de dire, je m'en vais, je coupe même à la limite et je m'oblige à me voir telle que je suis. Alors, c'est vrai que moi, la randonnée, ça m'aide beaucoup. On me dit toujours, alors c'est vrai que mes livres tournent toujours autour du voyage, quel que soit le voyage. J'aimerais en introduction dire qu'on n'a pas besoin de partir pour se reconnecter à soi. Ça, c'est sûr et certain. Moi, ça m'aide. Pourquoi? Parce que
on est décentré. Quand on marche, le chemin de Compostelle, je l'aime particulièrement parce que c'est outre le fait que ce soit un chemin religieux, on n'a pas besoin d'être de la religion catholique pour faire Compostelle. C'est connu Compostelle Oui. Oui, c'est connu. Je crois que c'est connu un peu partout dans le monde, mais je ne sais pas très bien. C'est très connu en France et en Europe, mais je sais pas. Beaucoup de Québécois font Compostelle aussi. Ouais. Ma voisine vient juste de revenir. Et oui, et puis ils viennent avec moi même. J'ai emmené des Québécois. Mais voilà, donc oui, le fait de cheminer sur Compostelle ou quel que soit le chemin de randonnée, mais il y a évidemment quand on part, le fait de marcher, ça entraîne une espèce de routine et ça calme un peu l'esprit. Et quand on calme un peu les pensées, naturellement, on se reconnecte davantage à soi, d'autant plus que la nature nous aide beaucoup à ça. Mais encore une fois, il suffit d'aller randonner des fois près de chez soi, pas forcément très loin. Pour se reconnecter à soi, il y a 1000 façons. Et une des façons, en tout cas, c'est d'effectivement commencer à faire taire toutes ces pensées qui tournent en boucle dans notre tête. Et ça aide vraiment. Ouais, la randonnée m'aide vraiment. Tu me fais penser à un exemple que j'utilise souvent dans mes conférences ou ailleurs. Tu sais, la montre au fond du lac de notre ami Rémi Tremblay, qu'il y a un titre de livre qui est ça, là, J'ai perdu ma montre au fond du lac. Tu sais, il disait quand tu perds un objet dans un lac, puis que là, ça te stresse, frénétiquement, tu essaies de retrouver l'objet, donc tu brasses l'eau et finalement, tu ne vois plus rien. Et ce qu'il faut faire, c'est plutôt ne rien faire, attendre que ça se calme, puis tout d'un coup, c'est ça, la poussière, tout redescend et on peut très bien voir la montre qui est là au fond du lac. C'est un peu l'exemple que tu donnes par rapport à l'amour de soi. J'ai l'impression, c'est qu'à un moment donné, on court partout, même pour certains, plusieurs relations, une à l'autre, sans vraiment se questionner, sans prendre conscience de ce qui se passe, sans revenir à soi, c'est ça. Oui, parce que c'est une peur abyssale. Cette peur d'être seul, hein, encore une fois, la peur d'être seul. Tout ce qu'on fait dans la vie depuis notre naissance, hein, même un enfant, un nouveau-né, la seule chose qu'il cherche, c'est aimer et être aimé. C'est la seule chose qui incombe à l'être humain et c'est la seule chose qui nous motive profondément à faire les choses. On veut gagner de l'argent pour être aimé, on veut avoir des choses pour être aimé, on veut avoir un statut pour être aimé. Mais en fait, on n'est que dans ce flux d'aimer et être aimé, ce flux d'amour. Et donc, effectivement, le fait de se retrouver un peu avec soi, ça nous terrorise parce qu'on a appris tout le contraire. C'est l'autre qui va nous aider à nous aimer entièrement. C'est l'autre qui va nous apporter ce dont on a besoin. Et donc, quand il s'agit de faire un break entre deux relations, par exemple, de se retrouver avec soi, c'est abyssal. Moi, je l'ai vécu et c'est vrai que c'est abyssal. Au moment où, je voyais depuis que j'étais jeune, je vivais avec mes parents, puis après j'ai fait mes études à l'étranger, puis après, je crois que c'est moi qui sonne. Je me suis dit, oh mon Dieu, je n'ai pas fermé mes mails. Le problème, c'est que si je ferme, j'ai plus le son. Alors, il faudrait que je fasse venir la technique à la maison, mais donc ça risque de sonner de temps en temps. J'ai vu tes yeux. On va voir à quel point tu reçois beaucoup de courriels. Mais mes lecteurs le savent, je suis absolument nulle en technique Internet. Donc, il y a des petits sons de temps en temps, mais voilà, je sais. Et ça nous rend très humaines. Normal, tout va bien. Mais donc, oui, moi, j'ai vécu cette peur abyssale de ce moment où, effectivement, où tout est difficile parce qu'on est face à soi. Et le face à soi, alors on était toujours dans ce move, finalement, de vivre les choses avec l'autre. Donc, l'autre est un peu comme une béquille. L'autre est un peu… On le voit bien, par exemple, quand tu es en couple, tu vas dans une soirée… Il y a toujours une rassurance avec l'autre. Quand tu te retrouves seul, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais tu vas même chez des amis. Et là, d'un coup, il y a une espèce de déséquilibre. Même l'impression de détonner un peu, ouais. Ah ouais, et puis tu cherches un équilibre. Il n'y a pas de rassurance, il n'y a pas de béquille. Donc ces micro-détails font que c'est sûrement effectivement difficile de se retrouver face à soi. Et c'est un passage, parce qu'effectivement, par contre, c'est le seul moyen de reconnecter avec cette entièreté. Qui change complètement la donne quand ensuite on va vers quelqu'un d'autre avec toute cette entièreté. Oui. Puis qu'est-ce que tu dirais, par exemple, parce que des fois j'ai l'impression d'entendre penser les gens qui écoutent, mais une première clé, quelque chose de peut-être tout simple qui peut déjà nous mettre en route vers l'amour de soi? Oui.
Alors, il n'y a pas besoin d'être célibataire pour aller vers soi, hein. Je voulais aussi dire ça parce qu'il n'y a pas besoin de quitter votre mari ou votre femme pour dire: «Alors très bien, maintenant je vais me retrouver, du coup je quitte tout le monde». Non, non, c'est pas ça. Il y a des gens après la lecture de Plus jamais sans moi, ils font: «Beh, finalement, je crois qu'il faut que je quitte un peu mon mari». Non, 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 il n'y a pas besoin, je vous le dis tout de suite, il y a besoin de quitter personne. L'amour de soi, c'est soi avec soi et une des premières clés, en tout cas moi, ce qui m'a énormément aidée, c'est d'accepter de s'octroyer des temps avec soi. Parce qu'on voit bien que notre vie est très vite conditionnée par notre travail. On est la mère d'eux, on est la fille d'eux, on est la salariée d'eux, on est la dirigeante d'eux, on est l'amie d'eux. Enfin, on a un tas de statuts, un tas de rôles et on ne sait plus vraiment qui on est. Et quand on a un petit moment de répit, qu'est-ce qui se passe? Vite, on va se jeter sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se passe chez nos copains. On va se jeter sur un livre, on va se jeter, et c'est très bien de lire, hein, mais on va se jeter sur un tas de choses plutôt que d'avoir des fois un petit moment à soi. Alors moi, au début, quand on me disait... Un petit moment à soi, excuse-moi, je te coupe, mais même inconfortable peut-être. C'est inconfortable. Au début, c'est vraiment inconfortable. Parce que même si on prend juste une minute à soi, il y a... on appelle ça souvent de la méditation. Alors, la méditation, ça fait peur à tout le monde parce que c'est, oui, mais alors il faut quoi faire? Il faut faire quoi en méditation? On attend de rencontrer Krishna, Bouddha, Jésus et je ne sais qui. Et alors, on est complètement paniqué quand il s'agit de prendre un moment pour soi. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Fabrice Midal, hein, que tu connais. Fabrice qui a écrit un livre qui s'appelle Se foutre la paix. Ouais. Pour expliquer ce qu'est la méditation. En fait, il dit la méditation, c'est simple. Il y a juste à se foutre la paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif. Il n'y a rien à obtenir comme résultat. Il y a juste à se foutre la paix. Se foutre la paix, hein, se ficher la paix, ça veut dire de ne rien faire et être sans objectif. Donc, on n'est plus la mère d'eux, on n'est plus le père d'eux, on n'est plus le salarié de la salariée, etc. On est juste à se foutre la paix une minute. Et rien que dans cette minute, même si c'est extrêmement inconfortable d'être là à rien faire, ça peut être juste regarder le feu de cheminée, ça peut être juste regarder le soleil qui est en train de se lever, ça peut être juste respirer, entendre sa respiration et se prendre une minute, deux, pour revenir à soi. Alors ça peut paraître idiot, mais moi ça a changé complètement ma vie parce que quand on se tait, quand on se fiche la paix, eh bien alors naturellement émergent des intuitions. Alors tout le monde a peur des intuitions parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas les expliquer. Et l'intuition, c'est vraiment les prémices de l'amour qui vient à nous, l'amour qui se connecte à nous. C'est d'ailleurs, il y a une phrase d'Anne Baratin. Anne Baratin, c'est une auteure du 19e siècle. Alors, elle s'appelle Baratin. Alors, Baratin, ça ne fait pas trop sérieux quand on parle de quelque chose de sérieux. Elle s'appelle vraiment Anne Baratin qui dit l'intuition, c'est un éclair que Dieu nous prête. Ah, waouh! Et je trouve ça très joli parce que si en plus je peux t'inspirer une fraction de seconde, en plus c'est même pas moi, c'est Anne Baratin. Non, mais j'adore, c'est ça. C'est un éclair que Dieu nous prête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent on n'écoute pas notre intuition pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'elle est extrêmement rapide. Effectivement, c'est un éclair que Dieu nous prête. Alors on l'écoute pas parce qu'on se dit hop, c'est arrivé, c'est déjà parti. La deuxième raison pour laquelle on n'écoute pas notre intuition, c'est que c'est pas rationnel. Et tout ce qui est pas rationnel, eh ben, on ne sait pas l'expliquer. Donc, comme on ne sait pas l'expliquer, notre ego, hop, met ça de côté. Et puis, la troisième raison pour laquelle on n'écoute pas notre intuition, et ça c'est sans doute la plus importante, c'est que l'intuition, elle nous responsabilise. Parce que quand on suit notre intuition, c'est plus la faute de notre père, de notre mère, d'une amie, du patron, de notre femme, de X ou Y, pas du tout. C'est plus que notre responsabilité que de suivre notre intuition. Donc, effectivement, dans ce moment de silence, dans cette minute de silence, quand on se connecte à qui l'on est vraiment, à ce qu'on a envie, il commence à émerger quelques bribes d'intuition. Et même si c'est inconfortable, c'est au juste endroit. Donc, je vous invite, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, de rester une minute ou deux en silence. Une minute ou deux, c'est faisable. Ouais. Après, vite, les pensées reviennent parce que 80 000 pensées, 60 000 pensées tournent dans notre tête chaque jour et 80% de ces pensées sont les mêmes que la veille. 60 000 pensées, 80% les mêmes que la veille, sauf quand il arrive quelque chose de grave ou au contraire de très heureux. Demain, tu tombes complètement amoureuse. Alors là, les pensées de la veille, tu les as toutes oubliées.
puis tu es focus sur l'être aimé, tu vois. C'est pareil quand jour après jour, on a toujours les mêmes pensées, les mêmes projets, etc. Et puis d'un coup, il arrive quelque chose de grave, pareil, c'est soit fini, c'est ça. Mais c'est fascinant parce que ce que j'entends, là, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est comme aussi l'ego, ce que tu viens de dire juste quand tu rencontres quelqu'un, là, puis tu tombes en amour, là, les débuts, là, tout ça. Mais on dirait que l'ego, lui, tout ce qu'il veut, c'est la facilité, tu sais. Oh, là, je me sauve dans ça, dans ce qui va bien, ça m'aide, ça me nourrit, peu importe. Et ça évite, finalement, peut-être de voir les vraies choses, de se poser les bonnes questions. Parce que dans ton truc de pas de méditation, de se foutre de la paix, je trouve aussi qu'il y a quelque chose d'important, moi, que je vis encore plus en vieillissant, c'est de voir la vérité telle qu'elle est. Tu sais, des fois, je vais m'arrêter, puis il y a quelque chose qui va me venir sur moi ou par rapport à quelque chose que j'ai vécu, qui m'a mis mal à l'aise, ou je sais pas quoi. Puis je me permets de le voir, de le regarder pour vrai. Puis même, j'ai une petite phrase que je me suis créée, qui est comme un ancrage, mais souvent, je vais dire « Ah, c'est intéressant ». Et ça m'oblige à m'y arrêter. Ça ouvre, c'est ça, mais puis à me dire, mais pourquoi je sens ça en ce moment? Pourquoi ça m'agace autant, ça m'agresse ce truc-là? Et souvent, ça nous ramène à nous, à ce qu'on a à travers. Tu as raison de dire que souvent l'ego, lui, a besoin de facilité. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui est facile, qui ne demande pas de courage, qui ne demande pas de sortie de zone, etc. Alors là, l'ego nous amène vers ça. Et dès qu'on veut se lancer dans quelque chose, d'ailleurs, on le voit bien, dans la seconde, tu as toutes ces pensées qui arrivent. Oh, tu ne vas pas être capable, tu es vraiment incapable pour faire les choses, tu n'as pas assez de diplôme, tu es trop grande, tu es trop petite, tu es trop grosse, tu es trop maigre. Enfin bon, il y a un tas de choses qui viennent contrarier. Et ça, c'est le système de défense qui nous ramène dans cette zone de confort où finalement on est bien au chaud, mais le problème, c'est qu'on s'éteint petit à petit. On n'est plus connecté avec qui l'on est vraiment. Donc, se reconnecter avec qui on est, c'est la même chose que l'amour dont on parlait. D'ailleurs, l'amour de soi, c'est l'amour avec un grand A. C'est pas que l'amour amoureux, on se reconnecte à soi pour tomber amoureux de l'autre. C'est se reconnecter à soi pour connecter ce qu'on a à vivre vraiment, nos projets, nos amours, etc., etc. Et sûrement qu'il y a là-dedans aussi le fait de connaître, de mieux se connaître, établir ses limites, etc. Et c'est exactement ça. Si ce n'est les limites qu'on a, je ne suis pas sûre même qu'on ait limites. Qu'on ait des limites, je pense qu'au contraire, on est illimité et à travers nos échanges, je sais qu'on est connecté dans la même vibration. Voilà, c'est illimité parce qu'il suffit simplement de créer notre réalité pour qu'elle se réalise. Mais ce que je voulais dire par limite, c'est peut-être plus dans une relation, par exemple, amoureuse. Tu sais, parfois, pour se faire aimer, pour ne pas déplaire ou pour se faire aimer, mon Dieu, que des fois, on va en faire beaucoup. Tu sais, presque à s'épuiser. Puis finalement, ça ne sert peut-être même pas à grand-chose. C'est plus là. Oui, c'est ça. Et là, tu as raison de poser des limites. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. De poser des limites avec les autres, simplement plutôt que de tout accepter pour être aimé, c'est poser nos limites pour être juste soi-même. Mais pour poser ces limites-là, j'ai l'impression qu'il faut être dans notre entièreté, dans notre force d'entièreté, pour être en mesure de le faire. Oui, complètement. Complètement. Alors, par rapport à ça aussi, je me disais sûrement que quand on fait le chemin vers plus d'amour de soi, au bout du compte, ça nous rend plus libres. Oui, et je crois qu'en plus, ma conviction, c'est que ça rend libre les autres aussi. Ah, ça libère les autres. Parce que souvent, quand on est en manque d'amour, on impose à l'autre ce manque en soi, et au final, on l'enferme dans je te donne ça, mais il faut que tu me donnes la même chose, parce que moi, j'ai besoin de ça, donc tu dois avoir besoin de la même chose. Et on est toujours dans ce va-et-vient de négociation, et plutôt que d'être libre, effectivement, de faire les choses comme on les ressent, et de laisser libre l'autre par la confiance, parce que le pendant du manque de confiance, c'est évidemment ce manque de liberté, mais à partir du moment où on reprend cet amour, eh bien, immédiatement, on est dans la confiance de quelque chose de plus grand, dans la confiance de notre relation à l'autre, de notre relation avec nous, de notre relation aux autres. Et c'est ce terme confiance qui est rayé finalement quand on va avec ce manque vers quelqu'un d'autre. Alors qu'on peut se dire, ah ben non, mais moi, mon conjoint, j'ai absolument confiance en lui, en elle, etc. Sauf qu'en fait, on n'a pas confiance, puisque de soi-même, on n'a pas confiance en nous. Donc, on est en contrôle de l'autre. Et tu as raison de dire, de fait, on l'enferme, et
À l'inverse, quand on retrouve cet amour en soi, eh bien, on est libre et on rend l'autre libre. Ouais, et que c'est beaucoup plus léger à ce moment-là, c'est sûr. Complètement. Et même si on parle d'amour inconditionnel comme l'agapé, alors moi j'en suis pas là, hein. L'agapé c'est quoi que fasse l'autre, c'est je suis heureuse pour toi si toi tu es heureuse. Oui, alors là, moi je dois dire que j'ai quelques limites sur le fait que l'autre puisse aller à droite à gauche, mais chacun a sa façon de voir les choses. Mais c'est vrai que cet amour inconditionnel dont on tend, c'est plutôt cet amour inconditionnel à quelque chose de plus grand, effectivement. Et c'est vrai que plus on tend vers cette confiance, plus la relation est facile et agréable. À la seconde où on sent une contraction dans son couple ou dans une relation, ou même une relation amicale ou même professionnelle, ben c'est qu'il y a quelque chose de notre ego qui est en train de retenir quelque chose, et donc d'aller vers l'autre avec nos peurs, notre manque d'amour. Alors il y a 1000 peurs, hein. Peur que l'autre nous abandonne, peur que l'autre préfère autre chose, peur de ne pas être à la hauteur, enfin 1000 peurs qui font que, évidemment, à ce moment-là, et là-dessus, il y a aussi un livre qui m'a beaucoup parlé, un livre d'une Québécoise qui s'appelle Lise Bourbeau, hein, qui est très au Québec, qui parle des 5 blessures de l'âme, où effectivement on reconnecte avec nos peurs, nos blessures, peur de la trahison, peur du rejet, peur de l'abandon, etc. Mais toutes ces peurs font que, par notre manque d'amour de nous-mêmes, eh bien, on va imposer ça à l'autre, forcément. Et ça augmente les attentes. On va avoir beaucoup d'attentes à ce moment-là envers l'autre aussi. Complètement. Il y a une pression énorme. Et alors, ce qui est fou d'ailleurs, c'est que dans l'attente à l'autre, je rebondis sur ce que tu dis, dans l'attente à l'autre, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que quand on va attendre de l'autre qui comble notre carence, hein, notre manque, cette fameuse moitié qui nous manque, bah, l'autre n'a absolument aucune indication. Et puis alors après, on va rentrer dans notre mal-être. Bah, c'est ça, alors il n'a pas comblé ci, il m'a pas amené ça. Bah, on n'a déjà pas exprimé. L'autre, bah, on lui fait la tête parce qu'il nous rend pas ce qu'on attend de lui, mais on ne sait même pas ce qui est juste pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas soi-même se féliciter, on ne sait pas soi-même s'aimer. À partir du moment où on attend de l'autre quelque chose, bah, une des clés qui m'aide beaucoup, c'est de me donner à moi-même ce que j'attends de l'autre. Bien sûr. Si j'attends que l'autre me félicite pour un projet, ben hop, pourquoi je ne me féliciterais pas moi, puisque moi-même, je sais ce que j'ai traversé pour arriver à ce projet. Ça peut paraître aux yeux de l'autre très facile. Je te donne un exemple. Je me suis lancée dans la maison. Alors, mon grand truc, c'est de faire de l'électricité, mais j'y connais pas grand-chose. J'y connais pas grand-chose. Et alors, j'adore m'essayer. Alors, bon, je fais pas n'importe quoi. Tu t'essaies pas avec rien, oui, c'est ça, avec l'électricité. Mais bon, du coup, j'arrive à connecter, tu sais, qu'une télécommande, des spots extérieurs, etc., dans mon jardin. Mais j'avais l'impression d'avoir gravi l'Himalaya. N'importe quel bricoleur de base dirait oui, enfin, il n'y a pas de quoi se rouler par terre quand même, Maud. Hein. N'importe qui pourrait faire ça, un enfant de 5 ans. Voilà. Sauf que moi, c'était tout nouveau pour moi. Et du coup, ben, plutôt que d'attendre la félicitation de X ou de Y là-dessus, ben, je me suis félicitée. Ça me faisait plaisir d'avoir réussi à gravir quelque chose qui me paraissait vraiment énorme pour moi, alors que c'était sincèrement, franchement, pas très, très difficile. Mais le fait de l'avoir fait, ben, le soir, hop, j'allume mes oliviers, je suis comme une dingue, quoi, tu vois. Et il y a quelque chose qui me rend heureuse de ça. Donc, des fois, choses qu'on attend de l'autre, alors que moi, il m'a fallu des heures à regarder des vidéos, à parler avec des électriciens, etc. Et hop, d'un coup, j'ai pu réaliser mon mini. Enfin, voilà. Moi, j'adore ton exemple. Effectivement, c'est applicable dans plein de sphères de notre vie. On aurait avantage à faire ça plus souvent. Hey Maude, là, tu t'en viens au Québec, on l'a dit, tu vas être en conférence le 22 novembre prochain au Jésus à Montréal. Ton plus récent roman, c'est Plus jamais sans moi. Qu'est-ce que j'ai envie de te laisser un peu les mots de la fin aussi de cet entretien en disant qu'est-ce que tu as envie vraiment de retransmettre? Tu sais, je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, bon, tu fais un métier qui est maintenant public, tu nous écris des histoires extrêmement inspirantes. Et qu'est-ce que tu souhaites peut-être aux gens? Tu sais, tu t'en viens au Québec, là, tu vas rencontrer plein de Québécois, que ce soit au Salon du Livre, à ta conférence. Tu leur souhaites quoi du fond de ton cœur? Je leur souhaite de se reconnecter à soi, parce que le vrai sujet, c'est que
tant qu'on n'est pas connecté, même un minimum à son cœur, à ce qui nous habite vraiment, eh ben, on peut pas offrir qui on est Mmh. aux autres. Et le gros drame, je le vois à travers les séminaires que je peux faire ici, à travers les conférences. Le gros drame que je vois, c'est que bien souvent, les gens pensent que les autres sont mieux. On voit que tu parlais de personnages publics. Bon, bah tiens, toi, tu as réussi, un tel a réussi, etc. Donc, vous êtes mieux que moi. Mais en réalité, pas du tout. C'est simplement que je crois que chacun a une pépite à offrir à l'humanité. Je le crois vraiment. Mmh. Sauf que parfois, on enferme tout ça et puis on se dit, bah non, moi, ma vie, elle est ordinaire, les autres sont mieux que moi, j'ai pas assez de diplôme, moi, j'ai pas assez ceci, et puis mon voisin est mieux, et puis ma mère ceci. Et en fait, on s'enferme et on enferme notre cœur, alors qu'en réalité, on a tous quelque chose d'extraordinaire à offrir à l'humanité. Donc, ce que je leur souhaite, c'est peut-être d'arrêter d'essayer d'avoir, mais plutôt d'essayer d'être. Et plus on essaye d'être soi-même, et plus on grandit, on fait grandir les autres. Et je crois vraiment que chacun d'entre nous a quelque chose à nous apporter. Mmh. Petit ou grand, jeune ou vieux, tout le monde a quelque chose à apporter aux autres. Mmh. Et je nous le souhaite à tous, que chacun ouvre son cœur, parce qu'en ouvrant notre cœur, eh ben, ensemble, on grandit, on fait quelque chose de formidable. Donc, c'est ce que je peux souhaiter. C'est ce qui réduira un peu ces conflits dans le monde, c'est ce qui réduira un petit peu tous ces problèmes et au contraire, ce qui nous permettra de vivre main dans la main. Donc ça, je crois que chacun a cette possibilité vraiment de le faire. Ben, Donc, c'est magnifique. Merci. Puis alors, tu t'en viens avec une belle mission, je trouve, ici au Québec. Juste peut-être donner quelques infos sur la conférence du 22 au soir. Donc, dans le fond, tu vas revenir c'est principalement sur le sujet de l'amour de soi. ce que je voudrais, c'est faire vivre une expérience. Dans mes conférences, ce que j'aime, c'est faire vivre une expérience. Hein, c'est pas petit A, petit B, petit C. J'ai envie qu'on vive ensemble une expérience. Donc, le but, c'est pas toujours de comprendre, c'est plutôt de vivre et de ressentir. Donc, je suis très, très heureuse quand on m'a proposé de faire une conférence. J'avais envie de la faire parce que c'est un moyen très privilégié pour moi de partager avec les lecteurs, et les non-lecteurs d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'avoir lu les livres pour venir, mais de partager une expérience, de vivre l'amour, de vivre. Donc voilà, je suis très, très heureuse de faire cette conférence à Montréal. Je suis très heureuse de revenir à Montréal parce que tu m'as ouvert grand les portes du Québec, et merci pour ça, Christine, parce que c'est toujours un moment vraiment important pour moi. Et puis en plus, je suis ravie de te retrouver parce que je crois qu'on Ben va, oui. on va signer ensemble après au salon de Montréal. Donc, et alors, et à la fois, j'appréhende parce qu'à chaque fois, je prends des fous rires avec toi de rien, de tout et de rien. Oh mon Dieu, tu viens de me rappeler un souvenir mémorable, effectivement. Et donc, je suis ravie aussi de te retrouver, de nous retrouver tous ces Québécois. Et merci pour tout ça. Merci d'être très présente avec moi. Et de la même façon, je sais que les Français t'attendent aussi beaucoup en France. C'est mignonne. Ben écoute, je pense qu'il va sûrement, avoir beaucoup de gens à ta conférence pour aller t'entendre, c'est sûr, te voir, te rencontrer. Puis au Salon du Livre, j'ai envie de vous dire, ne vous gênez pas pour venir nous voir, là. Maud vient de le dire, on est du type fou rire, on a du plaisir ensemble, on va en avoir avec vous. Fait que soyez pas gênés de venir nous rencontrer au salon. On va être ensemble, je pense, à toutes nos signatures. Vous avez sur l'écran actuellement ce que vous allez voir là, si vous voulez aller acheter vos billets pour la conférence. Alors, c'est au Jésus à 19h30. Vous savez que c'est à Montréal. C'est une salle magnifique, hein? C'est dans une ancienne église. Donc, il y a vraiment déjà une belle énergie là. Fait que Maud, ça va juste ajouter encore plus. Alors, vous avez l'accès, on vous a mis le lien, on va vous le remettre. Moi, je vais le remettre aussi sur mes publications avec cette. Sur mon site internet aussi, on peut trouver. Voilà. Donc, Maud, écoute, c'est un rendez-vous très prochainement en sol québécois. On a très, très hâte de te recevoir. Puis, c'était vraiment charmant de t'entendre. Ça fait toujours du bien. Parce que ce que j'ai oublié de dire aussi au départ, c'est que Maud est également coach. Elle m'a coachée, d'ailleurs, à plus d'une reprise. Alors, je sais jusqu'à quel point elle peut être efficace, peut être touchante aussi. Et moi, ce que j'admire de toi, c'est ton authenticité, ta vulnérabilité. On a toujours senti, que ce soit moi, les amis et tout, on sait que tu es là pour les bonnes raisons, que tu veux notre bien. Et ça, c'est très précieux. Alors, merci infiniment.
Merci à vous tous qui avez été là ce midi pour entendre cet échange entre Maude et moi. Merci de votre présence, de vos beaux mots que vous écrivez. Ça nous touche. On ne lit pas toujours tout, là, mais souvent, on essaie de regarder puis on les voit par après de toute façon. Alors, merci tout le monde. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis merci Maude. On se revoit très bientôt au Salon du Livre de Montréal. Ciao. À très bientôt. Oui.